chers compatriotes d'Algérie, مساء الخير عليكم. زول في الأول. Bon, pour essayer un petit peu de sortir pour sortir au fur et à mesure des trappes, des pièges dans lesquels se retrouvent la patrie Algérie et nos compatriotes algériens. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de très sérieux, de très grave. C'est le scénario de la réduction des salaires. La réduction des salaires, c'est un sujet que nous avons traité en 2015. Vous pouvez le voir dans une démonstration de mathématiques, du moins dans une explication suivie de la démonstration de mathématiques. Et c'est en 2015 que nous avons signalé la trappe, le piège des salaires, c'est-à-dire le piège du maintien des salaires et de la création de l'inflation, de l'hyperinflation et de la spirale inflationniste. Actuellement, notre pays est cerné de tous les côtés. Bien sûr, le scénario de la baisse des salaires est un passage quasi obligé maintenant. Il devient quasi obligé, il est cruel. Nous l'avons dit que la situation dans laquelle se retrouve l'Algérie demande des solutions cruelles. C'est un enfer, nous sommes d'accord avec vous. Cet enfer, pour sortir de cet enfer, il faudra le retraverser une deuxième fois. Bien sûr, comme vous le savez, la cadence à laquelle nous sommes soumis, la cadence des interventions à laquelle nous sommes soumis est infernale. D'un côté, le monde occidental et en particulier le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, qui met de la pression sur l'Algérie et les derniers déplacements, les dernières actions diplomatiques le prouvent encore, et non seulement elle prouve la pression, mais aussi elle prouve la situation de blocage et l'incompétence de sortir des trappes, des pièges. C'est des pièges. Bon, le piège des salaires, c'est en 2015 que nous l'avons soulevé. C'est en 2015 que nous avons démontré qu'il y avait une spirale inflationniste. Actuellement, nous entendons par-ci et par-là qu'il y a des Algériens qui souffrent. Donc, bien sûr, cette intervention sera assez technique, elle sera suivie d'un plaidoyer public pour la baisse des salaires. Pour la baisse des salaires en Algérie, c'est une façon de contourner les pièges et de permettre aux Algériens de souffler. Maintenant, avant de l'aborder avec quelques chiffres et des exemples, et d'argumenter, et ensuite de démontrer, l'obligation de passer par la baisse des salaires. L'obligation de passer par la baisse des salaires, nous allons revenir sur un point, la diplomatie algérienne et la diplomatie de l'Union africaine. Après avoir menacé de réduction de visas, et après la réaction de l'Algérie, la réaction du Maroc et la réaction de la Tunisie, le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, a immédiatement réagi encore. Il a réagi dans un jeu que nous comprenons, que nous éviterons de qualifier, d'un point de vue théorique. Pas de qualification de rue là. Et la réaction algérienne, celle-ci, à la réaction du président de la France et du roi de France et de ses colonies africaines, dans laquelle il cherche l'apaisement. L'apaisement, d'un point de vue trivial, hein, dans les mots populaires, c'est de l'hypocrisie. Mais d'un point de vue stratégique, c'est très fin. C'est assez fin. Donc, comment allons-nous le dire? Il est dans ce qu'on appelle un jeu simultané, purement simultané.
le roi de France a évité le jeu séquentiel. Donc, ceux qui le conseillent, et parmi ces conseillers en théorie des jeux, un a donné une conférence en Algérie. Tenant, il y a de la violence qui s'annonce, il y a de la violence, c'est certain. Cette violence, nous l'avons expliquée en 2015 à travers le livre d'Olivier Blanchard, un docteur en économie, un ancien économiste en chef du Fonds monétaire international. Et c'est Olivier Blanchard qui est venu en Algérie en 2013-2014. Donc, c'est son livre que nous avons utilisé à l'Université de Montréal. Hein. C'est son livre qui est utilisé en macroéconomie, du moins dans un certain niveau de théorie. C'est son livre qui est utilisé. Et à l'époque, en 2015, vous pouvez voir que nous avons lu le passage dans lequel il parlait de violence et de manifestations et d'émeutes, hein, de riots. De riots en anglais, c'est en 2015, vous pouvez la voir toujours. Donc, il y a le côté diplomatique. C'est un enfer dans lequel se retrouve l'Algérie. C'est juste deux mots rapidement. Cet enfer s'est accéléré avec ce qui s'est passé entre la France et les États-Unis d'Amérique, d'un côté. D'un autre côté, il faut l'appuyer après la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Il faudra l'appuyer par les ratages de la diplomatie algérienne à Washington. Les ratages. Par exemple, elle n'a pas été reçue, la diplomatie algérienne a essuyé un refus catégorique de la diplomatie américaine pour des discussions. Et juste après ça, la diplomatie algérienne s'est déplacée au Mali. Mais malheureusement, aucune action concrète n'a été prise au Mali. N'a été décidée conjointement au Mali. Alors qu'il y avait au moins une réunion extraordinaire du comité d'état-major militaire opérationnel conjoint. Au moins une. D'un point de vue analyse théorique, nos compatriotes d'Algérie, nous pensons qu'il y a des Algériens qui sont capables d'analyser les actions de la France et les réactions de l'Algérie. Et étudier un petit peu tous les cas de figure. Là, hein, étudier les cas de figure. Ça, c'est d'un côté diplomatique. L'autre côté diplomatique, il est régional, c'est-à-dire Tunisie, Algérie, Maroc, plus les autres pays voisins par le sud. Nous voyons immédiatement après les décisions du roi de France et le président Emmanuel Macron, l'Union européenne a décidé 12 pays de l'Union européenne ont décidé de définir une nouvelle politique de voisinage, c'est-à-dire l'érection de murs et de barrières, carrément. Ça c'est d'un côté. Ensuite, il faut toujours avoir en tête le comportement snob et dominateur de la diplomatie espagnole en Algérie. Donc, nous pensons que bientôt suivront les diplomaties de France, les diplomaties d'Italie, probablement, les diplomaties du Portugal, plus les diplomaties de l'Europe de l'Est, comme la Grèce. Nous le pensons, nous le suspectons. Donc ça, c'est pour niveau international. Maintenant, nous arrivons à la baisse des salaires. Nous l'avons dit, nous le répétons, les Algériens se retrouvent dans un enfer. Pour en sortir, ils doivent le traverser une deuxième fois. Après, nous allons montrer quelques chiffres, même si les effets de lumière ne montrent pas les chiffres que nous avons préparés et la modélisation. Du moins, une esquisse de deux scénarios différents. Lesquels nous allons demander à des amis de les traiter dans le détail. Ici, c'est un document, c'est les règlements, c'est une partie des articles des statuts du FMI.
en deux mots, c'est plus le chapitre 33 et tous les articles du chapitre 33, du moins une bonne partie des articles du chapitre 33 qui concernent ce qu'ils appellent la surveillance. Et la surveillance du FMI est taxée essentiellement sur le taux de change et elle vise ce qu'on appelle la stabilisation de la balance des paiements. Et dans la stabilisation de la balance des paiements, le taux de change est important, plus aussi ce qu'on appelle les phénomènes d'absorption. Nous allons vous lire rapidement l'article 33.7. L'article 33.7, nous allons le lire calmement, du moins à une vitesse modérée, pour que vous ayez la trame, l'esprit, le framework. Article 33.7. Consultation des représentants principaux. Consultation, représentants principaux. Donc, quand on parle de représentants, il s'agit des représentants du FMI d'un côté et des représentants d'un pays ou d'un groupe de pays. Dans notre cas, il s'agit des représentants principaux de notre pays. Les représentants principaux de notre pays. Que dit l'article 33.7 dans le point 1? Un représentant principal d'une partie peut demander la tenue de consultations bilatérales accélérées avec un représentant principal d'une autre partie. Deux parties vont désigner, chacune va désigner son représentant principal. Concernant des politiques ou de mesures de l'autre partie qui, de l'avis du représentant principal de la partie à l'origine de la demande, porte sur la dévaluation concurrentielle. Dévaluation du dinar concurrentiel, elle s'est produite, elle a commencé depuis 2014 qu'elle a commencé. En 2015, elle a été annoncée, en 2016, elle a été pratiquée, et à partir de cela, nous l'avons qualifié, nous l'avons détecté à l'époque déjà, nous avons dit que c'est une dévaluation pernicieuse du dinar. L'utilisation des taux de change à des fins de concurrence, donc l'Algérie, pour concurrencer les autres agents sur les marchés mondiaux, peut utiliser le taux de change de sa monnaie comme facteur de concurrence. Et il s'agit, bien sûr, d'une concurrence artificielle. Et il ne s'agit pas d'une concurrence compétitive. Le respect des engagements en matière de transparence et de communication. Le respect des engagements en matière de transparence et de communication de renseignements prévus à l'article 33.5, transparence et rapport. Ça, c'est très important parce que immédiatement après la lecture de cet article, nous allons le montrer. Ou toute autre question que le représentant principal de la partie peut souhaiter soulever concernant l'article 33.4, pratique relative au taux de change, ou l'article 33.5, transparence et rapport. Une partie entretenant des consultations bilatérales peut inviter la partie qui n'y participe pas à y prendre part et à donner son avis. Ça, c'est l'article 33.7. Donc, nous allons vous épargner la lecture de 33.4, 33.5, etc. Le but de notre intervention, c'est de sortir, du moins trouver des astuces, des ingéniosités pour sortir de la trappe, du piège, et surtout secouer la planète entière. Nous disons bien, les Algériens sont capables de mener une nouvelle révolution, et pour cela, ils doivent secouer la planète entière. Nous pesons le mot, hein. Les Algériens peuvent secouer la planète entière. Donc, maintenant, après avoir lu cet article 33.5, 33.7, pardon, des statuts du FMI, nous allons
les parties prenantes, consultation et rapport. Ce sont les mots-clés du rapport de cet article. Voici, vous lisez avec moi. Les services du FMI achèvent leur mission de consultation de 2021 au titre de l'article 4, l'article 4 en Algérie. Bon, nous avons l'habitude de lire exactement cette synthèse. Hein. C'est depuis 2012, 2013 que nous avons commencé à lire cette synthèse. Honnêtement, sérieusement dit, nous en avons marre de lire, c'est toujours la même rengaine. C'est toujours la même rengaine. Donc maintenant, toujours en regard de l'article que nous venons de vous lire, nous allons voir son application. Nous allons voir son application. Elle est dans ce paragraphe. Dans le dernier paragraphe, là, celui-là. Nous ouvrons les guillemets. La mission a rencontré M. Ben Abdelrahman, Premier ministre et ministre des Finances. Premier ministre et ministre des Finances. M. Fadli, gouverneur de la Banque d'Algérie. M. Arkab, ministre de l'Énergie et des Mines. M. Nasri, ministre des Travaux publics. M. Rezig, ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations. M. Lahfaya, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Et Mme Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. L'équipe s'était également entretenue avec d'autres hauts responsables du gouvernement et de la Banque centrale, ainsi qu'avec des représentants des secteurs économiques et financiers, de la société civile et des syndicats. Ça, c'est le premier élément. Donc, la délégation, la mission du FMI, qui a séjourné en Algérie, qui a travaillé en Algérie du 13 septembre au 3 octobre. C'est-à-dire 13 septembre au 3 octobre, c'est-à-dire 13, ça fait 17 jours, plus 3 jours, 20 jours en Algérie. A rencontré, l'équipe s'est également entretenue ainsi qu'avec des représentants des secteurs économiques et financiers, de la société civile et des syndicats. Est-ce que les compatriotes d'Algérie ont entendu parler, les compatriotes d'Algérie, c'est-à-dire la population, c'est-à-dire les citoyens lambda, ou bien même les étudiants, les enseignants de l'université, ceux qui travaillent, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, est-ce que la télévision nationale, est-ce que les journaux algériens ont fait parler ces représentants de la société civile et des syndicats? Nous pensons que non, parce qu'il nous arrive de jeter un coup d'œil sur les titrailles de la presse algérienne. C'est une titraille qui fait peur. Dès que nous voyons les titres, nous arrêtons. Quasi impossible de lire un papier dans le journal algérien. Donc, en termes de communication, quand on compare ce qui a été dit dans les règlements du FMI et dans la pratique, vous avez des comportements différents. Donc, voici. Donc, le premier obstacle, le premier problème, viennent des Algériens eux-mêmes, de ceux qui ont rencontré la mission du FMI en Algérie, que ce soit cette mission ou la mission précédente. Donc, ils refusent de vous divulguer l'information réelle. Donc,
Si pour l'UFMI, nous les avons saisis à plusieurs reprises, par des lettres ou bien par des messages électroniques sur la transparence. Et nous avons invoqué justement les règlements, les statuts du FMI. Ils refusent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les clauses secrètes. Voilà. Donc ça, c'est... Maintenant, il y a... Nous ne pouvons pas lire le tout, là. Nous ne pouvons pas lire le tout. Le tout, juste quelques points. Les autorités algériennes, donc c'est un rapport du 4 octobre 2021, hein, 4 octobre, nous l'avons imprimé hier. Les autorités algériennes ont pris plusieurs mesures pour atténuer les répercussions de la pandémie de la Covid-19 et ont intensifié leur campagne de vaccination depuis le mois de juillet. Nous vous laissons le soin de confirmer ou d'infirmer cette information, de dire si c'est une vérité ou un mensonge. Les services du FMI ont dit qu'il est urgent de recalibrer la politique économique pour corriger les déséquilibres macroéconomiques tout en protégeant et renforçant le soutien aux tranches les plus vulnérables de la population. Il est urgent de recalibrer la politique économique pour corriger les déséquilibres macroéconomiques tout en protégeant et renforçant le soutien aux tranches les plus vulnérables de la population. Donc, depuis 1989 que le FMI fait ses ravages en Algérie, vous allez lire tout ce qu'on appelle the releases, c'est-à-dire toutes les publications de ce type-là. Vous allez trouver toujours cette phrase. Vous allez toujours trouver cette phrase. En renforçant le soutien aux tranches les plus vulnérables. Nous annonçons dès à présent la couleur. Le soutien aux tranches les plus vulnérables, il s'agit de la subvention, il s'agit de la suppression des subventions et les remplacer par des pécules. Donc là, dans cette phrase, même si les lois, il est sublimé, hein, il est pernicieux. Donc, la question des subventions, nous pensons qu'ils ont peur uniquement de l'annoncer. Ah. Maintenant, récemment, il a été déclaré par la place Saadana à Alger que la croissance est revenue. Nous avons dit qu'il y a eu une récession terrifiante de plus de 15%. La récession a été de un peu plus de 15%, 15,2, 15,4% dans un calcul que nous avons fait sur les PIB en dollars courants. Saadane a annoncé une croissance. L'UFMI vient de dire, maintenant, une forte contraction du PIB réel de 4,9% en 2020. Et nous allons vous le montrer ici. Ça, ce sont les derniers chiffres de la Banque mondiale. Alors que l'UFMI avait annoncé, avait fait une prévision d'une croissance de 4,9%. Donc, il confirme. Maintenant, nous sommes d'accord, nous, au moins, le gouvernement algérien, qu'il y a eu une récession économique. Reste, là, nous allons nous mettre d'accord sur le volume, le taux, volume ou taux. Donc, est-ce qu'il s'agit de plus de la récession de 15%, est-elle de 15% et plus, ou de 4,9 ou 5% là. Donc, ça, nous sommes maintenant mis d'accord comme quoi l'Algérie a connu une récession. Quand nous parlons d'une récession, il s'agit de la perte d'emploi, de l'augmentation de la pauvreté, il s'agit bien sûr de l'augmentation du crime, etc. Hein? Tous ces fléaux-là. Ah. En plus, en sus des mesures sanitaires pour freiner la propagation de la pandémie, les autorités ont mis en œuvre, s'il vous plaît, un vaste ensemble de mesures visant à atténuer son impact sur l'économie, notamment des reports d'impôts,
Qui paie les impôts? Ça veut dire des impôts prélevés à la source? Les salariés? Non. Donc, les impôts des businessmen. Des businessmen. Ensuite, ils vont probablement qu'ils vont faire effacer. Il y a des agents qui travaillent pour l'effacement des impôts, etc., etc. Hein. Une augmentation des dépenses de santé. Est-ce qu'il y a une augmentation des dépenses de santé? Mais alors là, si nous vous disons que nous suivons la santé et l'éducation de très près, nous suivons ces deux domaines. Des allocations de chômage. Les allocations de chômage, c'est vraiment un coup de massue. Un coup de massue que subiront les Algériens. Ça, c'est le dernier rapport du FMI. Un transfert ponctuel aux ménages à faible revenu. Avez-vous entendu d'un transfert ponctuel aux ménages à faible revenu? Ici au Canada, l'État fédéral a donné des aides sociales, a fait des transferts d'argent à des familles pauvres supérieurs à l'aide sociale. Et maintenant, le Canada se retrouve dans une catastrophe. Est-ce que nous soutenons ce transfert? Oui, bien sûr. Ah, mais maintenant, ça se paye. Ces mesures ont permis de protéger l'économie, etc., etc. La politique budgétaire expansionniste menée depuis plusieurs années a contribué à porter les déficits extérieurs courants à des niveaux élevés, malgré une politique de compression des importations, et a entraîné des vastes besoins de financement qui ont été dans une large mesure satisfaits à travers la Banque centrale. Ah, les réserves de change, elles ont baissé de 62,8 à 48,2. Et ce 48,2, nous le remettons en cause. D'après nos calculs, les réserves de change, elles sont à 44, pas à 48. Une reprise, s'il vous plaît, une reprise graduelle est en cours avec une croissance économique projetée à plus de 3% cette année. C'est-à-dire, si depuis 1989, les prévisions du FMI étaient fausses, nous maintenant, après avoir creusé encore, nous allons projeter une croissance de 3%. Soit, il y aura une croissance de 3%. Nous le souhaitons. Mais va-t-elle compenser la perte précédente? La perte de 4,5? Parce que quand il y a des chiffres, des taux, quand les taux diffèrent sur des PIB qui diffèrent. Ah, c'est une scie, admettons, d'une nation. Hein, c'est-à-dire, on scie carrément une nation avec, là. Ça, c'est très important, là, ici. Le financement monétaire devrait être interdit afin d'endiguer l'augmentation de l'inflation et l'épuisement rapide des réserves de change, tout en diversifiant les sources de financement budgétaire, y compris à travers le recours à l'emprunt extérieur. Donc maintenant, c'est clair. La question de l'endettement international, nous l'avons abordée à plusieurs reprises, mais la dernière fois, il y a à peu près un mois et demi. Donc, vous pouvez voir l'intervention sur l'endettement international. L'endettement international, nous allons travailler, parler pour nos compatriotes. Il y a des mots qui arrivent jusqu'au bout des lèvres, qui sont sur le bout de la langue, mais nous les retenons. Donc, l'endettement international, il est là, nous l'avons dit. Mais maintenant, comment supporter l'endettement international avec une dévaluation du dinar et une récession économique? C'est-à-dire, quand il y a peu de production, la récession, c'est la baisse de production en termes simples. La récession, c'est la baisse de la production. C'est la baisse des revenus, c'est la baisse des gains. Voilà.
Comment diversifier les sources de financement, nous allons dire quelques mots après. Et les réserves de change. Les réserves de change à travers le taux de change. Nous l'avons dit en 2015. La dévaluation va entraîner l'épuisement rapide des réserves internationales. Parce que quand on dévalue une monnaie, le prix des importations augmente et le prix des exportations baisse. Donc vous avez tous les effets là, tous les effets négatifs qui se ramassent, qui se donnent rendez-vous sur la tête des Algériens. Ah, la mission salue les efforts des autorités pour réduire les restrictions à l'investissement direct étranger et leur plan de modernisation du cadre juridique. La dépénalisation de l'acte de gestion. Ça, c'est toujours le trésor, les actions financières, le mouvement financier, les opérations de finance, etc., l'ouverture du marché financier et monétaire en Algérie, etc. La dépénalisation du crime économique. Ça y est. Les restrictions, c'est-à-dire lever les restrictions à l'investissement direct étranger. Maintenant, de quel type d'investissement direct étranger s'agit-il? De l'investissement brownfield ou greenfield, c'est-à-dire de zéro ou bien la reprise d'entreprise en Algérie. Nous pensons qu'il va y avoir du greenfield, nous ne pensons pas. Il y aura du brownfield. L'exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. L'exemple, les trois exemples que nous allons citer, c'est les télécommunications. Quand il y a un changement au niveau des entreprises, sachez qu'il y a des changements dans les décisions de gestion qui la concernent. Donc, tenons, toute opération de dégroupage de la boucle locale sera de la plus haute trahison si la téléphonie locale fixe n'est pas gratuite en Algérie. Si l'État algérien veut opter pour le dégroupage de la boucle locale, soit. Nous signons avec 10 doigts. D'accord. À condition que la téléphonie locale fixe soit gratuite. Ah, d'accord. Et la favorisation de l'investissement du secteur privé et de la création d'emplois. Favoriser l'investissement privé, comment? Lui donner de l'argent comme il a été fait auparavant. On avait vu tout ce qui se passe, ce qui s'est passé. Le nombre de patrons qui sont en prison, le nombre de ministres qui sont en prison. Enfin, maintenant, ça a été assez long. Il est nécessaire. Maintenant, nous allons attaquer de front la baisse des salaires. Continuons. La cadence est infernale, mais nous allons faire de notre mieux pour la soutenir. Ça va nous coûter des nuits blanches, ça va nous coûter beaucoup de café, beaucoup de tabac. Tant pis pour notre confort, entre guillemets, confort personnel. Bien sûr. Dans notre mémoire là, avec tout ce qui s'accélère là, Hussein Aït Ahmed, Ali Msili, Mohamed Haroun, Redouane Osman, et tant d'autres, sont dans notre esprit et dans notre cœur. Ils se sont sacrifiés pour l'Algérie, pour notre patrie. Nous avons beaucoup de peine. Nous avons beaucoup de peine pour ces sacrifices qui ont été quasiment détruits, anéantis. Continuons s'il vous plaît. Maintenant, c'est avec des post-it comme ça que nous travaillons. Nous ne pouvons plus soutenir de préparer un texte, etc., de le lire ou quelque chose comme ça. Première.
ce que nous allons proposer est cruel. Et nous sommes prêts à discuter, à débattre avec tout Algérien opérant dans ce qui est appelé les centres de décision qui engagent la patrie sur ce que nous proposons. Nous proposerons après, dans le détail. Nous sommes prêts à discuter avec eux, via Skype bien sûr, sous deux conditions. Que ces personnes prennent position sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue, en arabe et en tamazight. Que ces personnes qui souhaitent débattre avec nous prennent position sur pour, contre ou indifférentes, si elles sont indifférentes. Oui, bien sûr, il nous est impossible de discuter avec, de dialoguer, de débattre avec toutes les personnes intéressées. Mais nous visons, nous parlons essentiellement de personnes qui travaillent dans l'état-major de l'armée, à la présidence de la République, au palais du gouvernement, à la Banque centrale, au Trésor. Nous sommes prêts à discuter avec des personnes qui travaillent et qui ont un pouvoir d'influence, un pouvoir de décision. Deux conditions. Une personne doit prendre position sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue et proposer au moins une action concrète pour la majorité de l'Algérie en dehors des banalités du style mettre des plaques de signalisation en tamazight, en arabe et en français à travers tout le territoire d'Algérie. Oui. Ah, vas-y, reculez. Faut aller vers le vrai là. Faut aller vers le vrai. Tamazight est l'enseignement, tamazight est la santé, tamazight est le développement économique, tamazight surtout la majorité de l'Algérie, avec son arabité et son islamité, pour ressouder la nation. Donc, voici le... Donc, nous sommes ouverts au débat. Aussi, qu'avec tout ce qui se trame là, tout ce qui se trame, crise diplomatique avec Washington et Paris, indifférence de Pékin et de Moscou et de Londres, indifférence en apparence, hein, une fausse indifférence. Une fausse indifférence. Une fausse indifférence. Tout ça, c'est faux. Donc, il y a la tension, le stress, la crise entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, l'incoordination totale entre l'Algérie et ses pays voisins par le sud. Et nous le répétons encore une fois, si nos compatriotes d'Algérie continuent dans cette voie de résistance à maintenir l'État debout, quelles que soient les souffrances qui viendront, et elles seront d'enfer, ils réussiront une nouvelle révolution, celle de la libération d'eux-mêmes et de tous les Africains. Donc voici une information. Alors là, quand rien qu'à voir à titrail, nous avons des envies de gerber. L'histoire de prix du pétrole et du gaz, etc. Ils montent, ils descendent, les effets sur l'Algérie, etc., etc. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Pour parler des effets du prix du pétrole sur les marchés internationaux, parler des prix du pétrole ou du gaz sur les marchés internationaux, c'est hyper complexe là. N'aura de sens que si le ministère de l'énergie ou bien son Atrac ou bien son Elgaz ou bien
à la présidence de la République rendent public au moins 2 contrats réels. Comment se vend le gaz algérien? Comment se vend le pétrole algérien? Quelles sont les clauses qui déterminent les prix? Et sur quoi sont indexés les prix du gaz et du pétrole? Sur quoi? Que le pétrole vaille 255 $, 10 000 $ le baril. Que le GNL, le gaz naturel liquéfié en tonnes métriques cubes, vaille 150 000 $ ou 1 milliard de dollars. Aucune influence si nous pouvons tirer aucune déduction, aucune conclusion sur l'impact sur l'Algérie si nous ignorons sur quelle autre variable ces prix influent. Exemple, le taux de change. Nous l'avons dit et nous l'avons répété plusieurs fois. Le taux de change, l'équation du taux de change utilisée par le FMI que nous avons vu, nous ignorons ça, elle a changé ou pas, influe négativement sur le taux de change. Quand le prix du baril de pétrole augmente, le taux de change augmente. Le taux de change aux certains dinars augmente. Et nous ignorons dans la concurrence sauvage qui caractérise le marché international de l'énergie, nous ignorons tous des négociateurs algériens sur les marchés internationaux. Quels sont les courtiers, quelles sont les sociétés intermédiaires qui gèrent le pétrole algérien? Une information de taille est très importante. Concernant le gaz le gaz naturel liquéfié. Actuellement, l'un des pays probablement l'unique pays, qui affronte tous les autres sur le marché international du gaz du GNL est la Russie. Parce que la Russie a opté pour des contrats long terme et de temps à autre, et apparemment, elle est prête à revenir vers des négociations de contrats à moyen terme. Long terme, c'est 10 ans et plus. Hein. Moyen terme, c'est entre 5 et inférieur à 10 ans. Mais les spéculateurs, ceux qui veulent décider pour les futurs des prix, veulent forcer tous les vendeurs et tous les acheteurs de l'énergie à aller vers le marché spot. Qu'est-ce que c'est que le marché spot? C'est le marché au comptant, c'est-à-dire le marché à la minute même. Mais actuellement, la Russie, Dieu merci, résiste pour nous tous. Parce que la Russie est dépendante de son gaz, de ses exportations de son gaz vers l'Allemagne, etc. La baisse des salaires en Algérie. Nous allons rentrer dans la cruauté. Avant d'aller dans cette cruauté, nous allons fixer des hypothèses qui sont très très importantes pour nous. Premier élément Premier élément, nous espérons, nous souhaitons qu'aucun état de siège ou état d'urgence ne sera décrété. En Algérie, pour faire passer les ordres du FMI et de la Banque mondiale, qui seront extrêmement violents sur les Algériens. Et les Algériens, bien sûr. Donc, comme l'a dit Olivier Blanchard, dans ses livres, probablement quand il est venu en Algérie, ou bien en arrière-plan quand il appelle, ou bien comme l'auraient dit les autres agents du FMI et de la Banque mondiale quand ils viennent à Alger.
bien même, juste par un email. Ces réformes exigent de la violence de l'État pour les appliquer, de la violence de l'État la violence de l'État, c'est-à-dire la répression contre les populations qui vont se soulever. D'un côté, nous espérons que les Algériens résister dans la douleur, tant pis. Et nous espérons que l'armée ne décrétera pas d'état d'urgence ou d'état de siège. Et nous espérons que, quelles que soient les mesures qui seront prises, si les décisions du FMI et de la Banque mondiale sont appliquées telles quelles, elles feront automatiquement réagir les Algériens. Même dans ce cas, pour que l'État soi-disant montre sa force, sa violence régalienne, nous espérons qu'ils iront, que les policiers et les gendarmes, qu'ils comprendront absolument rien à ce qu'ils font, hein. Ils comprendront uniquement exécuter l'ordre. Et peut-être certains le feront par sadisme. Ils ne savent pas que cette violence s'applique sur eux-mêmes aussi. Nous espérons que la torture, les arrestations massives n'auront pas lieu, que les tortures, que les atteintes à la dignité humaine et aux vies privées, les condamnations à tort et à travers. Bien sûr, il est hors de notre propos de penser que des balles réelles seront utilisées contre les manifestants algériens. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément maintenant. Si nous faisons ce plaidoyer pour la baisse des salaires, c'est qu'il y a des objectifs que nous visons. Le premier objectif, c'est la paix en Algérie. Le deuxième objectif, donner la leçon au FMI et à la Banque mondiale que ce sont les Algériens qui demandent la baisse des salaires. Là, l'État, il lui est impossible à l'État d'exiger, de demander la baisse des salaires pour trois raisons essentielles. La première raison, c'est l'illégitimité. Aucune institution n'est légitime en Algérie. Ça, c'est la raison fondamentale, essentielle. La deuxième, il leur est impossible d'imposer une baisse des salaires alors que eux, leurs fortunes sont expatriées. 3, parce qu'ils sont à l'abri du besoin. Même s'ils imposent la baisse des salaires, même s'ils s'appliquent cette baisse des salaires à eux-mêmes, ils sont à l'abri du besoin sur un siècle. Sauf le choc de l'hyperinflation. Et nous sommes dedans. Maintenant, nous espérons qu'elle ne rentrera pas que l'Algérie évitera le scénario du Zimbabwe et du Venezuela. Pour cela, il faudra baisser les salaires. Ça, c'est l'argument. Donc, l'objectif, c'est à permettre aux Algériens de déclencher une nouvelle révolution d'impact mondial. Si les Algériens demandent par des pétitions, par des lettres, par des discours dans la rue, par des affiches, etc., par des banderoles, baisser nos salaires, et nous allons donner des scénarios de baisse des salaires, l'impact, le choc sur la Banque mondiale et l'UFMI sera terrifiant. Et donc les autres nations pourront vous suivre. En baissant les salaires, quand
quand on dit baissons les salaires, les revenus, hein, les salaires, les pensions de retraite, nous parlons de ça. Salaire et pension de retraite, tous les revenus. Pour l'impôt sur les bénéfices des sociétés, etc., c'est un autre aspect. Nous visons aussi à obliger l'État à maintenir les subventions pour la gratuité de la santé, la gratuité de l'éducation et les subventions pour les produits essentiels, fondamentaux. L'eau, l'électricité domestique, le pain. En baissant les salaires, et il y aura d'autres effets que nous expliquerons après. Donc, l'État ne pourra plus réduire les subventions. Donc, ainsi, l'État, l'Algérie, les Algériens, par un effet de solidarité, d'aide, de compassion, d'assistance, ils permettront à ceux qui n'ont pas de revenus, à ceux qui sont incapables d'avoir un revenu parce qu'ils sont malades ou handicapés, de vivre. De soigner gratuitement et d'aller à l'école. Autre élément important, l'endettement international est une obligation, devenu une obligation. Nous nous interdisons de dire la bêtise, un endettement intérieur. Les Algériens sont incapables de s'endetter à l'intérieur parce que le dinar ne vaut absolument rien et le dinar n'est pas une monnaie internationale. Le dinar est convertible, mais non échangeable. Vous pouvez convertir tous les dinars que vous avez dans toutes les monnaies internationales. En yen, en yuan, en renminbi, en dollars, en euros. Mais est-ce que vous pouvez aller dans une banque et les échanger? Non. Donc la baisse des salaires permettra le maintien des subventions, la gratuité de l'école, la gratuité de la santé. Deuxième élément, la théorie, la philosophie. Pour nous nous référons à la déclaration de Philadelphie de l'Organisation internationale de l'OIT, la déclaration de l'Organisation internationale du travail de 1944, qui dit que le travail n'est pas une marchandise. Marchandise, c'est le pain. La marchandise, c'est le sable. La marchandise, c'est les pommes de terre que vous achetez. Le travail est différent du pain, de la pomme de terre et du sable. Ça, c'est la déclaration de Philadelphie de l'Organisation internationale de mai 1944, je pense à Washington. L'autre élément. Très important. Là maintenant, parce que nous allons tordre le cou, essentiellement à la gauche algérienne, hein, la gauche bourgeoise algérienne. Et même l'opinion publique lambda, hein, l'opinion publique populaire. Pour cela, l'opinion publique de mon frère, d'un cousin, à Bougelil, ou bien de Abchouel. Absalam Abchouel, c'est le surnom d'un ami en Kabylie. C'est l'opinion publique populaire. C'est l'opinion mais quand même pas d'un cousin qui s'appelle, que nous appelons familièrement Foufou. Hein. Non, parce que
Foufou, c'est un surnom quand il était enfant. Là, maintenant, les Hiberg, c'est un homme. Hein. C'est un homme. C'est un homme, mais c'est un cousin que j'adore. Je l'adore. Il a un cœur plein de graisse. C'est un cœur tellement blond. C'est un cœur blond. Hein. C'est un cœur blond. Mais c'est un bosseur. C'est un travailleur. C'est un travailleur. Il a une très très bonne idée. Il n'a pas fait économie, il n'a pas fait mathématiques, il n'a fait de ça. C'est un homme maintenant que il est devenu un homme. C'est un homme que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Donc la règle pour sortir du langage populaire de Rumi, qui fait plaisir, hein? C'est un langage qui fait plaisir parce qu'il est délicieux à entendre. Le pouvoir d'achat des Algériens, c'est étiolé, c'est érodé, c'est ceci, cela, est faible. Nous sommes entièrement d'accord avec cette évidence. Il faut se mettre dans la tête, une fois pour toutes, que ce sont les salaires qui déterminent les prix. Nous le répétons, ce sont les salaires qui déterminent les prix. Et ce ne sont pas les salaires qui déterminent les prix. Parce que c'est... Nous sommes prêts à débattre sur les conditions que nous avons énumérées concernant la majorité de l'Algérie et sa dotation de l'hymne national bilingue sur ce concept. Ce sont les salaires qui déterminent les prix et non pas le contraire. Regardez, si, nous allons l'expliquer, mais quand même, nous allons expliquer rapidement. Si les salaires augmentent, les prix vont augmenter. Donc, il faudra contrôler les salaires pour que les salaires influent sur l'augmentation des prix. Mais maintenant, si les si les prix augmentent et que vous exigez le rattrapage, ce qu'ils appellent vulgairement une connerie, hein, le rattrapage salarial, le rattrapage des salaires, c'est-à-dire faire augmenter les salaires. Ça, c'est une spirale. Les prix augmentent, les salaires augmentent. Les salaires dépassent un petit peu permettent de se nourrir, ensuite les prix augmentent. Ensuite les salaires montent, ensuite les prix augmentent, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une spirale inflationniste. La spirale dans laquelle les Algériens, l'Algérie se retrouve. Maintenant, c'est cette spirale inflationniste qu'il faudra arrêter. Maintenant, l'autre cas. Si nous raisonnons par le fait que si les prix augmentent et les salaires doivent augmenter, donc logiquement, si les prix baissent, les salaires doivent baisser. Si les prix baissent, les salaires doivent baisser. Pour que les prix baissent, il faut que la production augmente. Et pour que la production augmente, il faudra qu'il y ait plus de main-d'œuvre. Il faudrait qu'il y ait plus de main-d'œuvre, plus de travailleurs, donc plus de salaires. Donc, voici le... Mais maintenant, l'autre cas. Les salaires baissent, les prix baissent. Au bout du compte, il y aura toujours quelqu'un qui va mourir. Si les salaires augmentent et les prix augmentent, celui qui n'a pas de salaire va mourir là, parce que les prix augmentent. Donc voici pour fixer une fois pour toutes que ce sont les salaires qui déterminent les prix et non pas le contraire. Nous allons continuer, nous allons accélérer un petit peu. Hein, accélérer un petit peu. Question probablement un peu de philosophie, un petit peu qui touche un petit peu à la philosophie. Avons-nous besoin de salaire pour vivre? Si nous pouvions obtenir tout ce que nous voulions en échangeant de notre travail, dans ce cas-là, point besoin de salaire. Nous produisons de la tomate,
nous la donnons à un médecin, le médecin nous donne un acte de soin, nous la donnons, nous produisons un peu d'huile d'olive, nous donnons un peu d'huile d'olive à un dentiste, il nous soigne nos dents, nous produisons un peu de fruits, de poires, des oranges, ou quelques légumes, nous les donnons à un enseignant et il enseigne notre enfant. Donc, dans ce cas-là, point besoin d'argent pour vivre. Les personnes dépourvues de ressources, de terre, de travail, vivront avec la solidarité des autres, c'est-à-dire leur consommation sera diluée dans l'échange des autres, entre ceux qui produisent et ceux qui souffrent de rareté de ressources. Notre dogme, travailler plus pour gagner plus, est-il vrai? Un exemple concret. Boussik est un jeune cousin. Boussik, le surnom actuellement, c'est un jeune homme. C'est le surnom que lui a donné une petite fille qui ne connaissait pas son vrai prénom. Du moins, qui avait des difficultés à prononcer son prénom. Elle était enfant. La petite fille était enfant. Au lieu de l'appeler Tonton Lossir, l'a appelé Tonton Boussir. C'est un cousin à nous. Adorable, sympathique, tout ce que vous voulez. Blagueur, mais quand il a des techniques pour se faire passer. Hein? Il a une technique pour satisfaire ses besoins. Nos frères ont travaillé un lopin de terre que nous avons. Un tout petit lopin de terre que nous possédons, du moins que nous avons hérité bien sûr de notre père et de notre grand-père, paix à leurs âmes, et paix aux âmes de tous les parents en particulier de ceux que nous aimons. Donc, nos frères travaillaient notre petit lopin de terre. De temps en temps, Bossir, les aider. Quand la charge de travail est assez importante, la quantité de travail à faire, quand il y a des délais, quand il y a d'autres conditions, etc. Donc, nos frères le sollicitaient et Bossir généralement répondait par oui. Travailler sans être payé en fin de journée, voilà. Sans être payé en argent liquide, hein, nous précisons, hein, argent liquide en fin de journée. Mais par moment, l'OCIF, quand il a besoin de liquide, hein, d'argent liquide, de monnaie fiduciaire ou de monnaie métallique, il travaillait avec nos frères, et nos frères en fin de journée lui donnaient de l'argent. Un peu, assez, peu, beaucoup, trop, peu importe. Évitons les qualificatifs parce que c'est de la logique floue qui est très difficile. C'est là où nous voulons en venir. Donc, en fin de journée, il lui donne de l'argent. Par moment, il a besoin d'argent sans contrepartie. Lui, s'il était jeune à l'époque, un jeune adolescent, mais balèze. Alors ça, c'est pour ton argent de poche, pour ta limonade, pour tes petits cigarettes, etc. Ce que travailler plus pour gagner plus, c'est vrai. La tentation de répondre par oui est là. Alors, travailler moins pour gagner plus, travailler moins pour gagner plus, est plus logique, est plus sensé. Il suffit d'augmenter le salaire horaire
Au lieu de travailler, par exemple, 8 heures à 100 dinars de l'heure, c'est-à-dire 800 dinars, là, 800 dinars les 8 heures travaillées, serait intéressant de travailler 5 heures à 200 dinars l'heure et de gagner 1000 dinars pour les 5 heures. Et les 3 heures non travaillées seront affectées à la vie familiale, à la vie sociale, à la vie communautaire, à donner de soi pour les autres. Pour cela, il suffit de comptabiliser les heures données à la famille, à l'éducation des enfants, à la femme que vous aimez, à votre plaisir d'être en société. Il suffit de donner une valeur supérieure, disons de 300 dinars l'heure, et vous passez 4 heures, vous allez gagner l'équivalent de 1200 dinars pour les 4 heures à 300 dinars l'heure. Donc, 1200 dinars de 4 heures de plaisir, de vie de famille, plus les 1000 dinars que vous avez gagnés pour 5 heures de travail réel, effectué, c'est-à-dire à la main ou au stylo, bien, vous avez une journée de 1200 dinars plus 1000 dinars de 2200 dinars. Donc, travailler moins permet de gagner plus. Mais maintenant, si vous considérez que les 5 heures que vous avez données à la famille, aux enfants, à l'éducation, à la communauté, etc., sont aussi du travail, donc travailler plus permet de gagner plus. Qu'est-ce qui manque maintenant? Le plaisir, la valeur du plaisir et la valeur de l'utilité du travail. Voilà. Donc, est-ce que nos compatriotes algériens seront convaincus par ces quelques arguments? Il y a d'autres arguments un peu plus sophistiqués que nous pouvons développer à une autre occasion. Nous pensons que oui. Maintenant, nous avons travaillé, nous avons parlé un petit peu, nous avons argumenté pourquoi la baisse des salaires, la baisse des gains, salaire et retraite. Hein. Tenons d'un point de vue esprit. D'un point de vue esprit, comment pourrions-nous interpréter la baisse des salaires et des retraites? Durant la guerre de libération nationale, les émigrés, les expatriés, versaient des cotisations à la Révolution. Donc, en travaillant dans les mines, dans des fonderies, dans des conditions horribles, en France essentiellement, et travailler dans des conditions extrêmement dures en Algérie durant la Révolution et donner de la production à la Révolution était un acte patriotique. Donc maintenant en 2021, baisser les salaires et les retraites sera assimilé comme étant un don pour la patrie. Après la Révolution, la plus célèbre opération, c'est ce qui était appelé la caisse de solidarité Sandor Tadamoun. Peu importe l'usage qui a été fait Sandor Tadamoun, évitons ces histoires de détournement, de vol, de corruption, etc. Évitons. Mais l'esprit est là. Les personnes qui ont participé dans Sandor Tadamoun, dans la caisse de solidarité patriotique, ont fait don d'une partie d'elles-mêmes pour la patrie. Les années 94-95, dans le sillage des programmes d'ajustement structurel du FMI
programme de stabilisation du FMI qu'on appelle vulgairement plan d'ajustement structurel. Le plan d'ajustement structurel, c'est plutôt la Banque mondiale. C'est le consensus de Washington. On dit des ponctions de salaire ont été opérées, y compris sur le nôtre. Avions-nous été volontaires? Non. C'était une décision qui nous a décision imposée à tous les salariés en Algérie. Une décision de fait, de facto. Plus simplement dit, de force, la violence. Avions-nous été remboursés? Oui. Est-ce que l'État actuel peut ordonner une telle opération? La réponse est que chacun réponde comme il le souhaite, comme il le veut, dans les conditions de légitimité qui sont nous le répétons une autre fois, si les Algériens demandent la baisse des salaires et des retraites, ils vont révolutionner la planète entière et ils vont casser les reins au FMI et à la Banque mondiale. Parce que le FMI et la Banque mondiale, avec la peur de ceux qui dirigent l'Algérie, ont refusé d'aller vers cette opération. Alors que la Grèce en a souffert. Hein? La Grèce a été lessivée. Hein? Les pauvres Grecs, et regardez dans quelle situation se retrouve la Grèce. Dernier élément maintenant, nous nous excusons. Nous avons préparé une simulation des scénarios de baisse des salaires. Nous allons faire l'effort de vous montrer. Est-ce que vous voyez ces graphiques? Voici les chiffres que nous avons utilisés. Hein. On va essayer d'arranger un... Ah, on va... Nous espérons que vous les voyez mieux ici, comme ça. Les voici. Ici, nous allons montrer... Ah, la souris, vous la voyez ici. Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? C'est très difficile de travailler dans ces conditions. Voici les classes de salaire. Hein. C'est une simulation de 50... de 5 000 dinars à 10 000 dinars. L'unité de mesure, c'est 100. Hein. L'unité de mesure, c'est 100. Ce sont les classes. Nous sommes partis jusqu'à l'équivalent de 29 millions de centimes, jusqu'à la classe 29 millions de centimes et 36 millions de centimes de gains par mois. Donc ça, c'est le salaire à la borne inférieure, la borne supérieure. Ici, c'est juste un indicateur témoin pour nous. Et nous avons supposé ici le taux si on prélevait de 1% jusqu'à 32%. C'est ça, de 1% jusqu'à 32% sur le salaire moyen de chaque classe. Pour ceux qui gagnent le minimum, vont payer, ils seront 75 dinars seront prélevés de leur salaire. Le maximum, il y aura ceux qui touchent le maximum dans notre exemple, vont être ponctionnés de plus de 10 millions de centimes. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, si on ponctionnait de 1,5% la plus basse tranche, elle sera ponctionnée de 112 dinars par mois. 112 dinars par mois, hein, mensuel. Et la plus grosse classe sera ponctionnée de 15 600 000, nous arrondissons les chiffres. 15 600 000 par mois. Donc, à une moyenne,
à une moyenne, nous voyons ici à peu près, à un salaire moyen de 29, 36, ça fait 5, ça fait, à un salaire moyen de 33 millions de centimes, d'un salaire moyen de 33 millions de centimes seront prélevés 15 millions. C'est les moyens. Maintenant, voici les graphiques. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez ici, de mon côté gauche à moi, jusqu'à la moitié à peu près du graphique, vous voyez que la ponction des salaires sera quasi égalitaire. Sera quasi inégalitaire. Mais les classes supérieures, c'est-à-dire les personnes qui touchent plus de l'écart, commencent à se creuser à partir des personnes qui touchent plus de 10 millions de centimes par mois. Et les personnes qui touchent plus de 29 millions par mois seront sérieusement amochées, hein, on va dire comme ça. Elles paieront environ 16 millions par mois. Imaginons maintenant ce que nous allons parler des gains que nous allons faire. Donc, en réduisant les salaires, nous allons réduire la demande d'argent. Les salaires sont bas, donc ceux qui travaillent vont demander moins d'argent, et les réductions de salaire seront accordées à ceux qui n'ont pas d'emploi, qui vont pouvoir travailler. Donc, nous pourrons relancer l'emploi. Il nous sera dit, bien sûr, qu'il n'y a pas d'investissement. Entièrement d'accord, du moins, entièrement d'accord, non, c'est-à-dire, considérons cela comme étant vrai. Donc, ce sont des équipes qui seront recrutées additionnellement dans les usines de production. Exemple d'usines de production, de chaussures, de vêtements, de médicaments, de transport ferroviaire. C'est-à-dire, les chemins de fer vont travailler H24. Les usines de production de vêtements, de médicaments vont travailler H24. C'est-à-dire, il y aura de l'argent pour engager d'autres équipes. Pour créer de l'emploi. Ça, c'est le premier gars. Nous répétons qu'avec ces réductions de salaire, nous allons considérer que la santé demeure gratuite, que l'éducation demeure gratuite et les subventions sont maintenues. Il ne faut pas oublier ça. Donc, avec cette baisse des salaires, en plus des actes révolutionnaires dont nous avons parlé, hein, mais d'un point de vue strictement économique. Donc, en réduisant les salaires, les prix vont forcément baisser. Donc, nous allons éviter nous allons éviter, probablement, hein, parce que nous disons que l'hyperinflation est un phénomène stochastique. Il peut se produire dans toutes les conditions. Non. Il y a certaines conditions qui le favorisent. Quel que soit le niveau de salaire, le niveau de prix, etc. Le risque maintenant, il y a un risque ici. Le risque, c'est l'augmentation de la désutilité du travail. Les personnes diront que puisque le salaire sont bas, pourquoi travailler? Donc je vais vivre aux dépens de la société, de la solidarité, de la communauté, bien de la famille. Alors que c'est faux. La solidarité fonctionne dans un sens et pas dans l'autre. Oui, dans une famille de 5, 6 personnes, de 5, 6 membres, de 12. De 12. Oui, bien sûr. S'il y a une personne qui a un revenu, par solidarité, par devoir, par obligation, elle doit nourrir toutes. Donc, c'est le niveau de consommation qui baisse. Au lieu d'acheter 2 kilos de pommes de terre parce que nous allons éviter les histoires d'élasticité prix-demande, d'élasticité prix-revenu, etc. Ça, ce sont des concepts qui sont, d'un point de vue mathématique, qui sont faciles à expliquer, mais d'un point de vue social, c'est très très complexe. Nous allons éviter toutes les élasticités.
Nous avons évité bien sûr de parler des importations et des exportations. Maintenant, pour parler des importations et d'exportations, il suffit de prendre un exemple tout simple. Imaginez que de Boucherville, Foufou, le cousin, vend du lait à Wagnoun. Il exporte son lait à Wagnoun. Si les gars de Wagnoun, si la population de Wagnoun a de hauts salaires, donc il va leur vendre du lait à un très haut prix. Et ils vont priver et privera ceux de Boucherville. Parce que c'est une logique ultralibérale qu'il a dans la tête, c'est-à-dire que c'est la maximisation du profit, c'est la rationalité. Alors que pas des mécanismes sociaux. Ce qu'on appelle les biens communs, de commun, ça. Esther Bosrop, Elinor Ostrom, etc., ça existe des lois. Non, monsieur, la communauté lui fixera une quantité. Monsieur, Bougil a besoin de 100 litres de lait de vache, là, tu le laisses ici. C'est les biens communs. Est-ce que cette règle existe en Kabylie? Oui, elle existe. Mais maintenant, s'il veut sortir de cette entente, il va subir les lois sociales. Donc, voici pour un petit peu l'exportation. On a considéré que Wagnoun est un pays, que Wagnoun est un autre pays. Hein, l'exportation. Même chose, si Wagnoun accepte d'importer du lait de Wagnoun, il doit avoir l'intelligence de lui proposer quelque chose en échange. C'est-à-dire la compensation, c'est ce qu'on appelle égaliser le terme de l'échange. Hein, the term of trade. N'allons pas. Nous vous le répétons, c'est un ricardien, hein, c'est-à-dire c'est un libéral qui vous parle. Nous sommes ricardiens dans l'âme. Hein. David Ricardo, c'est le Jonas Matou de l'économie pour nous. Mais nous avons cette culture de la communauté, du bien social, du bien partagé, du bien commun. Du bien commun. Le bien commun peut satisfaire certaines personnes et déplaire à d'autres. Donc, voici pour... Nous voulons juste terminer par le cas de l'augmentation des salaires et le rapport des résidents en Algérie, c'est-à-dire nos frères d'Algérie, la population algérienne résidente en Algérie, et les Algériens résidant à l'étranger, les expatriés. Si les salaires en Algérie augmentent, ceux qui ont l'habitude de vendre leurs gains, leurs dollars, leurs euros, etc., vont augmenter le prix de l'euro et du dollar. Ils vont l'augmenter. Vous gagnez beaucoup d'argent. En Algérie, il y a beaucoup d'argent qui ne vaut rien, c'est du papier toilette. Donc, votre papier toilette, nous avons besoin de beaucoup de papier toilette pour l'euro et pour le dollar. Donc, voici les faits. Maintenant, ça, c'est un effet ravageur. C'est depuis 1981 que cette opération a fait des ravages. L'autre opération qui a fait des ravages, elle a été conduite, bien sûr, ordonnée par le FMI pour servir les intérêts de la France, c'est le transfert des pensions de retraite. Les Algériens qui ont travaillé en France et qui ont décidé de rentrer, de terminer leur vie en Algérie, ont accepté le principe du transfert de la retraite. Donc, le transfert de la retraite, il a fait exploser l'inflation. Bon, même si une partie de la population se plaint de l'inflation, les retraités se plaignaient à un autre niveau. À un autre niveau, parce que, bon, ils étaient toujours protégés, s'il vous plaît, par la France. C'était protégé par la France et protégé par l'Algérie. Protégé par l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est le laisser-aller, c'est le manque de... Les autorités algériennes manquent de patriotisme, donc elles ont laissé faire. Et protégé par la France, parce que c'est la France, et les intérêts de la France ont exigé le transfert des pensions de retraite. Quand il y a un transfert de pensions de retraite des Algériens ayant travaillé en France vers l'Algérie, donc les Français, les pensions de retraite des Français ayant travaillé en Algérie sont transférées en France. Donc ça... Maintenant, comment sont compensées la compensation, comment sont calculées la valeur des pensions de retraite, etc.
Ça, il faudra que les ministres et le gouvernement et ceux qui travaillent, du moins, nous disent quelque chose là. Nous disent quelque chose. Donc, chers compatriotes d'Algérie, en le répétant, faites de la baisse des salaires un leitmotiv, un acte révolutionnaire. Un acte révolutionnaire. Ça, c'est pour révolutionnaire, pour donner l'exemple aux autres pays africains, pour donner la leçon au FMI, à la Banque mondiale, donner et renverser le rapport de force. Ainsi, nous aurons évité une catastrophe sociale en Algérie, nous éviterons la répression, nous éviterons les autres fléaux sociaux, ce qu'on appelle les fléaux sociaux, prostitution, drogue, stupéfiants, mafia, etc. Hein? Donc, agissons dans cet esprit de révolution. Mettez toujours l'esprit de la révolution pacifique. Donc, nous allons gagner. Bien sûr, il y aura des pertes. Il y aura des pertes. Ce sera cruel. Il faut du courage. Nous allons défendre ça. Nous allons continuer à le défendre. Mais nous préférons plutôt nous orienter sur l'action internationale parce que les enjeux internationaux qui entourent l'Algérie sont affreux. Sont affreux. Donc, nous pensons nous adresser au président des États-Unis, Joe Biden, mais il y a des variables qui nous échappent maintenant, il y a des variables qui nous échappent, des variables très sensibles qui nous échappent. Donc, nous préférons temporiser. Aussi, ici au Canada, nous sommes prêts à encore défendre publiquement cette option des bases des salaires. Pour le débat, nous le répétons, nous sommes prêts à débattre avec des membres de l'état-major de l'armée, de la présidence, de la place Saadane, de la Banque d'Algérie, dans le cadre de la Banque centrale de Saadane, pas du gouvernement, la présidence de la République, s'ils acceptent le débat en affichant leur position sur la dotation de l'Algérie, de l'hymne national bilingue et de la majorité de l'Algérie, nous leur promettons que nous leur ferons détester l'économie. Chers compatriotes d'Algérie, il est très difficile de travailler dans ces conditions, il est très difficile de parler sans fumer, c'est pour cette raison qu'il y a des coupures. Nous avons hâte de venir en Algérie. La nostalgie nous tue, nous massacre. À notre patrie, nous le répétons, nous t'aimons, chère patrie. Nous t'aimons beaucoup, chère patrie. À nos intimes en Algérie, hâte de vous revoir. Vos visages, vos mots, nous sont d'une très grande valeur. Les visages que nous souhaitons aussi voir en Algérie, en venant en Algérie, en rendant visite à notre patrie, ce sont ces visages qui sont sous terre. Même s'ils sont sous terre, nous pourrons les voir. Nous pourrons les voir. Et pour voir ces personnes, bien sûr, une personne nous accompagnera. Une deuxième personne nous aviseront. Donc, chers frères et sœurs d'Algérie, protégeons la patrie. Essayons de conduire cette révolution pacifique. Et évitons à l'Algérie. Et faisons de notre mieux pour arrêter la guerre qui est au sud d'abord. Faisons de notre mieux pour éviter un état de siège et un état d'urgence. Faisons de notre mieux pour éviter la répression. Depuis 2019, maintenant, vous avez vu la sauvagerie de la répression. Avec toute notre amitié, tout notre cœur, chez Faïsset de Cornwall, en Ontario.